bon, vous avez pour objectif de, exemple, on ouvre dans 1 an, mais on a 9 mois de construction à faire, puis on ne sait même pas où est-ce qu'on va s'établir géographiquement. La liste de questions, il va falloir y répondre avant. Puis après, on passera aux autres étapes. Je Ouais. comprends l'objectif ambitieux, c'est important. Puis des fois, il faut rester ouvert à certaines opportunités. Donc, Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Pouliot. Olivier est un jeune homme qui a créé son agence de courtage résidentiel et commercial. Tu as créé donc l'agence du printemps, immobilière du printemps, c'est comme ça qu'on dit. exact. Fait que tu es aussi engagé socialement, je tiens à le préciser, en fait, dans des organismes communautaires et tu as été très impliqué dans certains organismes. Donc, un monsieur qui a du cœur, c'est ça qu'on dit. J'essaie. Olivier, on a quelques questions pour toi aujourd'hui. On va aborder évidemment la question des baux et évidemment la question de est-ce qu'on doit acheter, est-ce qu'on doit louer. On va aborder toutes ces questions-là qu'on se pose en fait en tant que personne, mais aussi en tant qu'éventuellement gestionnaire de garderie ou éventuellement locataire, pas locataire, propriétaire, pas propriétaire. On va aborder tout ça. Mais avant, j'ai mon ami André qui a des choses à te demander. Yes, en fait, la question classique, Olivier, comment est-ce que tu étais quand tu étais enfant? Oh là là. Comment j'étais? J'étais un enfant un peu lunatique, souvent qualifié de créatif, sauf pour la première année de ma vie où j'ai pleuré constamment. Apparemment, je m'en rappelle pas. Les mots étaient « j'avais envie de le jeter en bas de l'escalier ». Ils l'ont pas fait. Mais sinon, j'étais un enfant assez calme après, puis très rapidement, en fait, j'ai évolué vers ce que je suis aujourd'hui, puis plus calme du tout. Une belle évolution, je te dirais quand même. Ouais, en fait, une détérioration constante depuis que j'ai vieilli. Ouais. C'est drôle parce que j'avais un peu le même profil. Semble-t-il que genre, en bas d'1 an, justement, les gens, on allait magasiner pour des manteaux, ils disaient regarde, pars avec, là, essaie-la à la maison, clairement ça marchera pas. Là. Aidez-moi quelqu'un, je suis avec deux fous. Ok, aujourd'hui, donc, on a vraiment beaucoup de questions à te poser. C'est souvent un sujet qu'on n'aborde pas forcément, mais c'est quand même très important. Puis, on se connaît un peu, ça fait à peu près 6 ans qu'on collabore ensemble. Fait que moi, tu m'as convaincue. En fait, je ne l'étais pas au départ sur le fait d'aller chercher cette aide-là, cette expertise-là. Mais l'une des premières questions qu'on s'est posées, en fait, quand on a démarré Esprit de famille, c'est est-ce qu'on doit acheter, est-ce qu'on doit louer? Fait que, mettons qu'on y aille vraiment at large, là, ce serait quoi Oui. la première chose que tu dirais à un futur propriétaire ou une future gestionnaire de CPE, garderie ou milieu? La première chose, en fait, puis le premier élément, c'est surtout, peu importe quel type d'entrepreneur ou quel gestionnaire va le faire, c'est de s'entourer des bonnes personnes puis de se poser les bonnes questions dès le départ. On a vécu plusieurs transactions ensemble maintenant. On s'est posé souvent les mêmes questions, mais il faut le faire rapidement dans le processus pour établir, OK, c'est quoi la direction qu'on va prendre, puis essayer autant que possible de se coller avec cette direction-là par la suite. Maintenant, achat-location, c'est sûr que c'est une question super importante. Il y a des gens pour qui l'investissement initial n'est pas un problème. Il va toujours y en avoir un, vous le savez. Ne serait-ce que construire ou modifier quelque chose sur place pour que ce soit agencé ou du moins adapté à notre entreprise, à nos besoins. Puis souvent, ces éléments-là de OK, on a tendance à sous-évaluer combien d'argent on va devoir investir. Ouais. Ben, c'est un peu la même chose aussi sur si j'achète, combien ça va coûter, si je loue, combien ça va coûter. Mais sur le long terme, il y a des impacts aussi d'un point de vue fiscal qu'il faut prendre en considération. Puis ça, c'est pas moi qui va te dire à un entrepreneur. Tu as plein de compétences, mais pas celle-là. Là. En fait, j'ai pas la compétence de Ouais. dire voici c'est quoi votre plan puis qu'est-ce qui vous convient à vous fiscalement. C'est un fiscaliste ou un comptable qui va être en mesure de le faire. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait, même, tu dis un comptable, puis moi, j'ai eu à conseiller des fois des gens qui venaient nous voir. On achète-tu, on loue, quoi que ce soit.
Moi, ma première réflexion, c'est t'as-tu les moyens d'eux? Fait que ça revient un peu à la mise de fond. Puis après ça, ben, c'est quoi ton plan de match? Puis là, tu sais, c'est une réflexion que tu peux avoir conjointement avec des professionnels, mais ça reste ta propre réflexion, tout ton, pour le groupe, le groupe qui tient les rênes du projet. Exact. Ouais. Puis c'est pour ça que je parle de bien s'entourer aussi, parce qu'au final, les professionnels vont donner un paquet d'éléments, d'informations, en fait, mais c'est toujours pour t'aider à prendre une décision. Au même titre que si tu veux démarrer une entreprise, ben, garderie dans les circonstances, c'est quoi le projet à long terme? Est-ce que c'est de l'opérer pendant 5 ans, de la revendre? Mhm. On ne le sait pas. Sur le plus long terme, il faut malgré tout avoir cette réflexion-là parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain décider que ça ne fait plus notre affaire, on se retire. Le bail, il va avoir été contracté pour une certaine période, Ouais. puis cette période-là aussi, si elle est trop courte, ça va avoir un impact. Puis la vente, si tu achètes l'immeuble, ben tu ne détiens pas l'immeuble pendant une certaine période de temps, puis ça va juste te coûter plus cher. Il n'y aura pas eu de plus-value qui va se dégager là-dessus non plus. C'est intéressant. En fait, tu as nommé de quoi la durée du bail, puis c'est quoi, comme encore là, comme entrepreneur, que j'ai eu à avoir de tous les types, là, des bails qui étaient hyper longs, hyper courts. Tu sais, le premier réflexe serait de dire je vais avoir le bail le plus court possible, comme ça, si le projet ne fonctionne pas ou je veux bouger, ben ça me donne la flexibilité. J'aimerais ça t'entendre par rapport à ça. Si le projet ne fonctionne pas, c'est toujours la question qu'on se pose. C'est pour ça aussi que c'est très important de commencer avec une idée en tête puis un setup pour se protéger en tant qu'individu. Ouais. Je parle de ça parce que j'ai croisé des gens des fois qui étaient prêts à aller signer un bail commercial, mais ont leur nom personnel. Ouais. Si l'entreprise va pas bien, ça veut dire qu'on va aller chercher La maison, l'argent ouais, au c'est ça. personnel. Ouais. Alors que l'entreprise, elle, peut, de son côté, faire faillite. Bon, une fois ça passé, c'est quoi le mieux? Ben, si l'entreprise va, par exemple, très, très bien au bout de 3 ans, puis qu'elle avait un bail de 3 ans, puis que le propriétaire est un peu gourmand et comprend qu'elle est... que, de un, elle a fait un investissement sur place. Un investissement important. Mhm. Fait qu'elle est un peu prisonnière ou otage de son espace. Ben, le propriétaire veut faire du profit, puis il n'y a pas de limitation comme à la Régie du logement dans le résidentiel sur les augmentations. Fait qu'un propriétaire qui est assez brillant va comprendre que de toute manière, l'élastique ne va pas péter parce qu'il a investi 250 000, 300 000, il va redéménager, les coûts de construction ont augmenté, ça va coûter 500 000, fait que je peux y augmenter son bail de 20 Puis la réalité, c'est que c'est ça. T'as beau, t'as beau vouloir être raisonnable dans tes améliorations, on s'entend que quand tu arrives dans un local commercial, si tu as des bureaux avant, ben tu feras pas une garderie. Il va falloir que tu fasses des travaux, c'est sûr et certain. Ben, puis il y a la question du ministère aussi qui a une grande influence puis qui a son mot à dire aussi sur comment les locaux doivent être faits. C'est quoi les standards de construction? Il y a non seulement le code du bâtiment, mais il y a aussi toutes les exigences du ministère qui viennent faire en sorte que c'est beaucoup plus coûteux à cause des éléments de plomberie qu'il faut insérer partout, etc. Fait que l'investissement va toujours, d'un point de vue initial, être beaucoup plus élevé que ce qu'on voudrait, en fait. Puis le ministère, en fait, on le sait, veulent développer des places ou en tout cas faire en sorte de répondre à la demande des parents, c'est leur souhait. Donc là, il y a des propriétaires de garderies privées et des gestionnaires, des directeurs de CPE qui se posent la question d'expansion. Pour répondre à la demande, donc d'agrandir leur local ou de déménager l'espace. C'est quoi les questions que tu dois te poser pour décider si c'est mieux de déménager l'espace? Tu vas me répondre les coûts, mais en fait, au-delà de ça, c'est quoi les premières étapes qu'il faut considérer dans un projet d'expansion, déménagement ou travaux sur place, en fait? Ben, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a expansion. Est-ce que je vais, par exemple, avoir la capacité déjà de prendre de l'expansion dans l'immeuble que j'occupe? Là, c'est toute chose considérée, que je sois propriétaire ou locataire en tant que garderie. Est-ce que je suis capable de prendre de l'expansion dans le lieu physique que j'occupe actuellement? Est-ce qu'il y a de la place dans l'immeuble qui est déjà existante puis que je pourrais rajouter?
quelle est la condition de l'espace que j'occupe en ce moment. Parce que si je construis une nouvelle section de garderie, disons que j'augmente du tiers la superficie. Est-ce que ce tiers-là va être flambant neuf, resplendissant, puis je vais laisser le reste de la garderie dans un état un peu plus désuet, ou est-ce que je vais, encore une fois, investir davantage? Fait que ça, c'est déjà une question. Puis, est-ce que c'est faisable? Donc, est-ce qu'il y a la place? Est-ce que j'ai l'argent pour tout ragréer ça si j'ai à le faire? Et est-ce que j'ai besoin, exemple, de faire des modifications au bâtiment qui vont, dans tous les cas, nécessiter des permis à la ville, puis vont être beaucoup plus longs que ce que peut-être j'ai dans mon plan. Après, il y a la question de faisabilité, puis la question de l'emplacement. Est-ce que je suis capable de trouver un plan B? L'idéal, c'est toujours de se poser la question en faisant l'exercice, puis en trouvant le plan B, puis de comparer les deux en même temps. Question de prendre sa décision. Moi, c'est comme ça que j'aime agir dans des situations où on n'a pas nécessairement la réponse claire. Il faut qu'on mette, autrement dit, le plan A puis le plan B en compétition. Puis c'est vraiment comme ça qu'on va être en mesure de répondre davantage. Puis oui, ça va engager certains frais. Ça se peut qu'on soit obligé de faire des plans sans que ce soit des plans très, très évolué d'un point de vue architectural. De toute façon, le ministère va te le demander. De toute façon, exact. Mais ce que je veux dire, c'est pour au moins obtenir des soumissions d'entrepreneurs généraux, puis de commencer un processus où on va se dire, OK, là, j'ai suffisamment d'informations pour prendre une décision. Mais comme je disais, l'emplacement est important. Est-ce que déjà, il existe un lieu où je peux déménager la garderie? Parce que des fois, c'est juste pas possible, c'est juste pas disponible. Il y a la question du zonage. Oui, la question du zonage. C'est intéressant. Tu sais, tu as soulevé 1 million de points déjà. Là. Je pense qu'il y a des gens qui sont un peu, qui vont se sentir démunis par rapport à ça. Donc, on va dire, OK, ben, clairement, j'ai besoin d'un accompagnement. Soit parce que, bon, ça fait 10 ans que j'ai mon projet, là, on veut faire une expansion d'un CPE, donc je me rembarque dans une démarche que, ben, il y a 10 ans, j'ai tout oublié. Fait que tout est à recommencer pour moi. Puis, qu'est-ce que tu penses que des gens qui ont ce genre de projet-là, qu'est-ce qu'ils devraient chercher chez les professionnels avec qui ils travaillent? Au sens large, ben déjà, une maîtrise du domaine, puis une connaissance de la législation en place. Il y a certaines villes, exemple, que je prétendrais même pas être en mesure d'aider, de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'ils fonctionnent d'une façon plus archaïque, exemple, que la ville de Québec ou la ville de Montréal. Il y a beaucoup de données disponibles sur les cartes interactives qu'ils mettent à disposition du public. Il y a des municipalités où tu dois encore te déplacer au bureau de l'urbanisme. Puis aller voir Jocelyne. Aller voir Jocelyne, mais ça se peut en fait que le professionnel qui a déjà une bonne relation avec Jocelyne fasse 15 fois plus vite et 15 fois mieux que moi qui ferais la même affaire, qui ne connaît pas Jocelyne. Qui ne connaît pas le système. Qui ne connaît pas les réglementations en place de cette municipalité-là. Fait que je dirais, c'est toujours de trouver la solution qui est adaptée puis de ne pas sauter nécessairement sur ben, j'ai eu une référence. Ce courtier-là, par exemple, on parle de courtier, ben, ce courtier-là, c'est lui qui a fait toutes mes transactions de maison. Non, c'est pas la même chose. On est dans un autre domaine. Il t'a peut-être bien servi dans le résidentiel. Peut-être qu'il a le permis aussi pour faire du commercial, mais peut-être que jamais travaillé sur une garderie. Vraiment, parce que c'est complètement différent, en fait. C'est un autre monde. Puis, en fait, je sais pas si tu te souviens, la première fois qu'on s'est parlé pour le deuxième projet, là, pas la première, mais la deuxième fois, c'était plus moi qui avais pris contact avec toi. Puis, tu sais, là, je me revoyais un peu en préparant l'entrevue, dire, mais je me souviens l'avoir appelé en disant, bah, j'ai besoin d'un local, je sais pas, Puis avec une espèce de point d'interrogation, là, tu sais, genre, j'avais vraiment ça dans ma tête, plein de points d'interrogation, genre, je sais pas comment faire exactement, vers où aller, en fait, comment tu choisis ton emplacement, c'est vraiment très important, en termes démographiques, puis ça te sert aussi pour ton plan d'affaires après, éventuellement, ou même pour justifier des subventions au niveau du gouvernement pour les CPE. Fait que, te souviens-tu de cet appel-là où, puis ma question derrière ça, c'est
C'est quoi les premières étapes que tu fais? Quelqu'un t'appelle, là, mettons qu'on se remette un peu en situation. Quelqu'un t'appelle en disant Salut Olivier, moi j'ai une garderie, j'aimerais ça ouvrir garderie, CPE. C'est quoi tes premières démarches pour accompagner mieux à la réflexion la personne? Ben déjà, c'est poser trop de questions. Oui, je confirme. Mais pour vraiment aussi qu'on soit capable de mettre ces questions-là sur la table puis de se dire, en toute honnêteté, en ce moment où, bon, vous avez pour objectif exemple, on ouvre dans 1 an, mais on a 9 mois de construction à faire puis on ne sait même pas où est-ce qu'on va s'établir géographiquement. La liste de questions, il va falloir y répondre avant. Puis après, on passera aux autres étapes. Je comprends l'objectif ambitieux, c'est important. Puis des fois, il faut rester ouvert à certaines opportunités, dont la 3e garderie qui était complètement à part. Oui, c'est sorti de nulle part. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais sinon, les questions, ben, c'est OK, je vous ai parlé les cartes interactives. Moi, c'est un de mes outils préférés. Ceux de la Ville de Québec, je les aime beaucoup. C'est convivial, ça fonctionne bien, mais aussi les autres types de cartes interactives qui sont, exemple, les données du recensement. Excusez, j'avais ça en tête. Qui nous permet d'avoir des informations sociodémographiques. Est-ce qu'il y a une population qui est bien desservie? Puis des fois, il faut faire des références croisées sur OK, là, je dois être en mesure avec la page du gouvernement. La place 05. Exact, c'est ça. J'oublie tout le temps le nom de pas trop, elle devrait pas la chose. Quitter Mais bref, est-ce que je suis en mesure d'identifier où sont les garderies, où sont les nids plus importants au niveau des jeunes familles, par exemple, et de voir est-ce que ces marchés-là sont bien desservis. Bon, pendant un certain moment, il y avait la carte du gouvernement qui mettait carrément là, du jaune, vert, jaune, rouge là, sur bien à mal desservi, exact, qui aide beaucoup, mais c'est pas tout le temps que le gouvernement va faire la mise job à à notre jour. place. Non, définitivement pas. Fait que je dirais la carte interactive était intéressante. C'est les premières questions que tu vas poser à une personne. Donc, en fait, beaucoup de questions pour finalement affiner son projet, pour savoir ce qu'elle veut vraiment. C'est un peu comme tout projet, j'allais dire, immobilier, que ce soit résidentiel ou commercial. Mais là, commercial, évidemment, il y a d'autres questions à poser. Fait que l'emplacement, tu en parles un peu avec la carte interactive. Comment est-ce que tu vas conseiller plutôt de répondre à un besoin, mettons, à court terme, ou tu vas dire, il vaudrait mieux que tu réfléchisses à long terme? Tu comprends que les négociations ne sont pas les mêmes en termes de développement. Je ne sais pas si je suis claire dans ma question. Là. Oui, puis on en parlait un peu. Pendant combien de temps je vais, par exemple, signer un premier bail? Une garderie, en fait, pour beaucoup d'entreprises qui sont... leur fonctionnement est directement relié avec leur emplacement ou avec le lieu, dans le lieu qu'ils occupent, contrairement à un bureau... que les clients ne viennent même pas sur place. Je veux dire, le bureau, je peux le déménager n'importe où, puis on le sait avec le télétravail, c'est une toute autre game. Mais au niveau de garderie, une entreprise de service, mais là, la localisation a une grosse importance. Puis les investissements qui sont faits aussi en ont une. Est-ce qu'on va signer un bail, par exemple, pour 3-5 ans? Moi, je dirais non, parce que c'est là où on veut mettre l'entreprise à risque. Il faut penser au beaucoup plus long terme. J'aurais même tendance à dire 10-15 ans, parce que de toute manière, pour le permis de la garderie, on le sait, avoir le lieu physique, c'est essentiel pour être en mesure de renouveler son permis. Est-ce que ça te permet d'avoir plus de levier avec le propriétaire en négociant un 10 ans, 15 ans, par exemple? Super bonne question, oui. Parce que quand tu es locataire et que tu signes un bail long terme, tu signes également pour le propriétaire une espèce de garantie de revenus sur l'immeuble. Le propriétaire, lui, ce qu'il veut, c'est évidemment avoir une bonne valeur sur son bâtiment, que ce soit pour le refinancer, s'en servir de levier ou juste pour avoir... exemple, les fonds de placement immobilier, dire, moi, mon portefeuille immobilier rapporte tant annuellement, j'ai telle quantité, qualité de locataire, etc. Fait que oui, ça a beaucoup de leviers, puis ça permet aussi d'aller chercher
plus d'argent au niveau des améliorations locatives. Ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas, amélioration locative, c'est grosso modo un chèque que le propriétaire va signer en échange d'une signature de bail pour contribuer aux travaux qui vont être faits au début du bail, donc de façon initiale. Ouais. Fait que souvent, on va avoir un espace béton, tout est démoli, puis il faut qu'on construise, d'où les coûts élevés. Ouais. Ben, le propriétaire va au moins contribuer à la hauteur de X montant au pied carré. Et ben, des fois, ce montant-là va doubler avec un bail qui va passer de 5 à 10 ans parce que le risque est diminué aussi pour le propriétaire. Par le passé, j'ai déjà vu des situations où est-ce que, avec des gros prêteurs comme Cominor ou carrément, si on voulait aller au-delà des installations de base, on s'entend, les enveloppes souvent sont intéressantes, mais peuvent être assez limitées. Est-ce que ça se fait encore d'aller chercher carrément, là, indirectement, un financement avec le propriétaire de la bâtisse pour aller couvrir justement une partie supplémentaire? Comme on disait, les locaux de garderie, ça coûte cher, tout ça. Fait que j'aimerais ça avoir... La réponse n'est pas agréable. C'est vraiment ça dépend. Ouais, mais... Puis c'est que ça dépend du type de propriétaire, de leur politique interne, puis aussi de la santé de leur portefeuille immobilier. Ouais. Si c'est un petit propriétaire, quand je dis petit propriétaire, c'est genre propriétaire d'un 1 à 3 immeubles. Ouais. C'est pas des propriétaires de grande envergure comme Cominor que tu as mentionné, même si Cominor, bon, ça va pas très bien, on sait qu'ils ont fait faillite. Mais le petit propriétaire, souvent, c'est lui qui acceptera pas de payer les améliorations locatives, puis qui va aussi un peu gosser pour me payer moi. Parce qu'au final, c'est même pas mes clients qui me payent, c'est pas les locataires qui me payent, c'est les propriétaires. Ça, c'est intéressant. C'est de quoi que les gens figurent pas. Puis, tu sais, on le voit un peu dans pas un peu, on le voit dans le courtage immobilier résidentiel. La commission, bon, c'est pris à même le prix de vente, donc c'est financé avec la banque, tout ça. C'est un peu la même chose pour autrement, mais c'est semblable dans le courtage commercial. Dans le sens où c'est inclus dans le loyer, oui, on peut dire ça comme ça. Par contre, j'aime pas beaucoup comparer le résidentiel puis le commercial parce que les implications fiscales sont pas les mêmes. Le propriétaire qui me paye, qui accepte de me payer, ben sa facture, la dépense de commission, il la passe en dépense. Je comprends. Puis, je sais aussi pertinemment que si je suis en compétition, exemple, je négocie une transaction et un client va négocier une transaction avec un propriétaire directement, le même propriétaire, la même transaction, je sais que je vais mieux faire que le client. Pourquoi? Parce que des fois, c'est pas juste une question de combien je paye le loyer au pied carré, c'est tout le reste des conditions. Le loyer additionnel, est-ce que je vais me faire facturer un frais d'administration par-dessus les taxes parce que le 15% par-dessus les frais d'hydro, par-dessus les taxes, par-dessus les assurances, ben le propriétaire, il se le met dans les poches, mais le locataire n'a même pas pensé que c'était pas nécessaire. Le fameux frais de gestion, là, 15% comme tu dis, pour payer la facture d'hydro, ça va être correct. Là. Exact. Ben, c'est oui, mais c'est sûr. OK. Fait que je pense que je me suis un peu égaré sur la question. Mais non, mais ça répond quand même parce que, en effet, la négociation du bail et toutes les petites clauses, là, j'allais te poser la question, mais finalement, et en toute amitié, tu le sais, là, à quoi ça sert un courtier? Ça sert aussi à ça, en fait, sa présence et à négocier et à avoir des meilleurs deals et éclairer en fait les réflexions avant même d'apposer sa signature et de s'engager définitivement, définitivement, en tout cas pendant quelques années. Pour le meilleur et pour le pire. Ouais, c'est ça. Fait que ça sert aussi à ça. C'est quoi les erreurs que tu vois souvent, toi, par exemple, là on parle de commercial plus parce que c'est ça qui nous intéresse, mais de manière générale, c'est quoi ces erreurs que tu vois trop régulièrement et que tu dirais, si seulement ils avaient eu un courtier? Souvent, ça va être au renouvellement, de laisser abuser de soi au renouvellement et de se dire je vais le faire seul. De toute façon, je suis déjà en relation avec le propriétaire. Tout va bien aller. Encore là, même scénario, c'est le propriétaire qui me paye. Puis les clients
ils font juste fermer les yeux. Des fois, le renouvellement, c'est un papier, un amendement d'une page où on vient juste changer quelques conditions. Les gens ne les lisent pas. Puis on se retrouve avec la surprise de oui, ben au renouvellement, tu te rappelles, tu as signé, mais là, le 15% de frais, on l'a réinstauré comme dans la proposition initiale, mais c'était écrit d'une façon complètement incompréhensible. Puis les gens se retrouvent avec une double augmentation de loyer, exemple. Parce que ça fait partie quand même le propriétaire est dans son bon droit d'aller chercher ces négociations-là et d'aller chercher ces meilleures conditions pour lui. Ouais. Ceci dit, c'est en effet une négociation. Fait que toi, tu dis, le courtier te permet d'allumer sur ces endroits-là et de te permettre de réfléchir encore une fois à un court et moyen terme, voire long terme. Oui. Puis une autre erreur, en fait, il y a 2 autres erreurs. Il y en a une qui est rapide. C'est de ne pas se priver d'un avocat, puis d'enregistrer son bail aussi au registre, de publier son bail au registre foncier. Parce que dans des plus petits bâtiments, c'est surtout là que ça va avoir une grande influence. Si tu es locataire, que tu n'as pas publié ton bail et que le propriétaire vend son immeuble, le nouveau propriétaire, lui, si le bail n'est pas publié au registre foncier, n'aura pas à l'honorer. Donc, il pourrait dire, exemple, à une garderie, dans 30 jours, vous fermez et je reprends possession des lieux. Ça, c'est majeur. Là. C'est un beaucoup trop grand risque pour une entreprise, peu importe le type d'entreprise, pour vouloir sauver des frais de 5 à 750 $ d'avocat ou de notaire. 30 jours après? C'est ça. Fait que ça, c'est une très mauvaise erreur. Puis l'autre erreur, c'est malgré tout de vouloir démarrer sans avoir un bon... Là, je parle pas des plans triennal, quinquennal, puis quelque chose de super évolué, mais d'avoir un bon plan d'affaires avant d'avoir un espace, puis après de faire des itérations au plan d'affaires, c'est essentiel. Il y a des gens qui, malheureusement, font l'erreur de je vais trouver un espace, je vais trouver un local avec lequel je vais tomber en amour, puis après, je monte mon plan d'affaires en fonction de ce local-là. Ouais. Ça, c'est une grave erreur, y compris pour les garderies. Vaut mieux adapter l'espace ou adapter le plan en fonction de l'espace que l'inverse, définitivement. C'est intéressant. Puis demander peut-être au courtier de visiter les lieux. Là, j'ai encore l'image de la dernière visite des lieux. Pour la petite histoire, on a visité donc une des garderies qui fait maintenant partie d'Esprit de famille. Puis moi, je t'ai vu monter sur des lavabos pour vérifier l'entretoit et puis vérifier que tout était correct et aux normes, etc. Fait que, est-ce que je l'aurais fait? Moi, définitivement pas, parce que je n'aurais pas forcément pensé à tout ce qui est luminaire, etc. Et de négocier ça au niveau de la luminosité pour les enfants. Fait que c'est aussi ça, en fait, d'avoir comme un autre cerveau pour penser cette partie-là qui est majeure, en fait, pour l'accueil des enfants. Oui, mais je prétends pas être inspecteur en bâtiment aussi. Puis c'est pas ma job de le faire, mais oui, des fois, je veux dire, à force d'en voir, c'est pour se poser plus de questions, puis de justement poser ces questions-là au propriétaire. Est-ce que, par exemple, les luminaires, il va falloir les changer? Et si oui, combien ça va coûter? Parce que là, on ne le sait pas aujourd'hui si c'est à faire, mais cette question-là peut coûter un 15 $ le pied carré. Ça représente combien sur 6 000 pieds? Si c'est nous qui avons à payer, c'est quand même beaucoup d'argent. Ouais. Ça serait quoi le dernier conseil que tu donnerais? Pas le dernier, parce que j'espère que tu vas en donner d'autres, là, finalement. C'est le dernier. Ouais, c'est ça, c'est fini, je ferme boutique. C'est quoi comment tu aurais envie de conclure ça sur cet entretien-là, cet échange-là, cette conversation qui va, j'espère, ouvrir des réflexions pour les personnes qui écoutent le podcast? Hein, mais prenez votre temps, respirez, impliquez pas les gens plus tard dans le processus, parce que vous serez surpris de savoir, puis là, tout professionnel confondu, vaut toujours mieux impliquer que ce soit un avocat, un courtier, un comptable, plus tôt dans le processus que plus tard quand il y a des choses à réparer. Ça coûte beaucoup moins cher de le faire de cette façon-là, puis ça permet de sauver du temps, puis pour moi, maintenant, je le vois aujourd'hui, tout temps sauvé, c'est de l'argent gagné, définitivement. Pas mal plus facile de construire quand tes fondations sont solides que quand tu arrives pour poser la toiture, dire les fondations, on aurait fait autrement. Oui, effectivement, c'est comme
Ça marche pas. C'est plus dur de soulever la maison. Yes. Question pour finir. On s'adresse à des gestionnaires, à des propriétaires de garderies. Quelqu'un qui serait nouvellement, en fait, dans un nouveau projet. Est-ce qu'il y a de quoi en particulier que tu dis, quelqu'un qui se lance pour la première fois, qui n'a pas encore un projet en arrière de la cravate, ça serait quoi ton premier conseil pour cette personne-là? D'aller chercher le plus d'informations sur le milieu. Puis là, je parle pas de professionnels qui ont travaillé pour eux, c'est de trouver des pairs, des personnes qui sont, en fait, comme vous, aguerris dans le milieu puis qui ont une bonne connaissance, parce que même si j'ai de l'expérience avec vous, avec des clients en garderie puis dans certaines entreprises, les fins détails, là où il faut se concentrer puis mettre le gros de l'effort, c'est pas moi qui le vis au quotidien. Ouais, puis ça change tellement souvent aussi avec les changements de gouvernement que même si on se tient à jour, il y a des choses qu'on apprend juste 2 ans plus tard en tant que professionnel externe, en fait. Là. Puis si, au contraire, c'est quelqu'un qui aurait déjà de l'expérience, qui serait déjà dedans, qu'est-ce que tu donnerais comme... Tu sais, quelqu'un qui a 1, 2, 3 projets déjà dans la cravate, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes-là? Ben, s'ils sont rendus au 3e puis que ça va bien, c'est de continuer sur la trajectoire puis de pas refaire la roue inutilement. Définitivement, j'ai pas... De grands conseils, all right. C'est bon. Olivier, comment on fait pour te contacter? Mettons que tu as allumé plein de lumière avec tout ce que tu nous as amené comme information. Comment on fait pour te contacter? Si quelqu'un veut faire affaire avec toi ou au moins te contacter pour un premier appel, comment ça se passe? Duprintemps.com, façon très très simple de me trouver. Il y a toutes mes coordonnées là-dessus. Puis comment ça se passe en fait? Dès les premières conversations, je vais être en mesure de dire oui, je peux vous accompagner dans votre projet, ou non, mais voici ce serait quoi les étapes à rencontrer, ce qui est quelque chose que j'adore faire aussi. Parce que ben, souvent, ce qui va se passer, c'est que soit les gens ne sont pas prêts, soit les gens commencent au mauvais endroit. Puis malgré tout ce que je viens de dire, ça me fait toujours plaisir d'aider aussi. Débrouille-toi, OK? Salut, bye! Merci beaucoup, Olivier. C'est toujours un plaisir, en fait, de t'écouter parce que tu as toujours plein de conseils et plein de petits trucs et astuces à éviter. Fait que merci. On souhaite une belle vie à du printemps et on espère que ça va au moins allumer des petites lumières, en fait, aux gens qui nous écoutent. Merci beaucoup. Plaisir. Merci à vous. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.